Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 30 septembre 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler macro. On va parler de la clôture mensuelle, on va parler de la clôture trimestrielle, où on a beaucoup de choses, on a des indications qui sont en train de nous être données sur l'évolution clairement que l'Amérique est en train de nous donner, que ce soit sur la régulation, que ce soit sur son économie, et vous allez voir que ça va impacter pas mal le BTC, on va en discuter tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on a un live demain, 1er octobre à 18 h. Ça fait quasiment plus d'un an que je n'ai pas fait de live. C'est avec plaisir que je vais vous retrouver. On va avoir beaucoup de choses à voir ensemble. Donc un programme chargé avec la possibilité de poser plein de questions. Et c'est avec plaisir que je vais vous retrouver. C'est demain, 18 h et on commence. Pour résumer ce trimestre, on a eu la SEC, on a eu la réglementation autour de la crypto, on a eu les ETF qui ont été repoussés de nombreuses fois, on a eu aussi des chiffres très forts qui ont été donnés, que ce soit l'arrêt de l'augmentation des taux, mais le discours de Powell qui est plutôt néfaste, négatif, même peut-être trop, entre guillemets, donc chose qu'on verra peut-être dans le prochain trimestre, mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout qu'on a eu beaucoup de changements au niveau des structures, que ce soit du pétrole, on a eu un trimestre qui a été juste impressionnant, et c'est pour ça qu'on va ouvrir dessus, parce que l'inflation, la Fed, tout ça, on rappelle que c'est vraiment le principe de la gestion, et un retour de l'inflation à 2%. Là, on en est quand même très loin, parce que on a une augmentation énergétique. Si jamais on était sans cette augmentation énergétique, on serait plus ou moins dans les 2%, et c'est la grande question, c'est le pétrole, ce qui est en train de se passer, à savoir qu'on a une lutte claire qui est en train d'être effectuée au niveau de l'hégémonie du dollar, et qui est fait par les BRICS, qui sont producteurs majoritairement du pétrole, avec les différentes annonces que l'on a pu avoir au niveau de l'OPEP, de la Russie, et de l'Arabie Saoudite, parce que ça joue énormément, on a des diminutions de production pour justement contrôler le flux de pétrole, et c'est exactement ce que l'on est en train de voir. Ici on a eu un trimestre qui a été très fort, vraiment impulsif, où on a eu une bougie quasiment qui n'a pas été ravalée. Et là on va justement avoir une vision très long terme sur du trimestriel pour se projeter. On voit que on a eu cette accélération aussi en 2008, dans lequel on a eu la cassure très forte avec forcément la crise qui s'en est suivie, et ensuite on a eu la mise en place de ce range qui, pour moi, a une partie basse à 35 et une partie haute qui est dans les alentours de 105 à 107, dans lequel on voit très bien qu'on oscille entre ces différentes bornes. Et alors, bon, la partie basse peut être encore discutée, on peut très bien aller la remonter un petit peu, considérer que ici nous avons bien un apport au niveau de la clôture de la bougie, puis ensuite ici une petite déviation pour retester, repartir, on reteste, encore une nouvelle fois, déviation, on réintègre ici résistance, et ensuite on repasse par-dessus, donc ce serait plutôt cohérent de passer dans les 42, on va dire, hop, ici 42 jusqu'à 105, ça me paraît tout à fait cohérent. Donc là on a cette borne haute et cette borne basse, et globalement le pétrole oscille entre les deux, en fonction des cycles, parce qu'on est en trimestre, donc forcément 4 bars égale 1 an, donc on a la temporalité qui est vraiment éloignée. Et là on voit que on a eu une accélération avec une déviation haussière très forte dans laquelle on a cassé la partie haute de ce range, mais on a été réintégré tout de suite trimestriellement dedans, avec justement la mise en place de la guerre en Ukraine, d'accord? Donc là on a vraiment cette annonce très forte politique dans laquelle on a eu le retracement, et là on est dans une période, pour ceux qui reconnaissent très bien, où c'est plutôt classique, on va aller retester pour soit ici faire une continuité baissière et aller chercher le bas de range, soit tout simplement aller faire une nouvelle déviation et ensuite faire soit une acceptation au-dessus pour repartir à la hausse, alors ça c'est vraiment pas positif, soit refaire une réintégration et qui serait beaucoup plus violente de ce style-là. Là, on est dans l'expectative d'aller chercher plus haut, d'aller retester le range. Et là, ça va être intéressant de voir parce qu'on peut considérer que quand on regarde le mouvement haussier que l'on a connu, le mouvement haussier qui est cette première impulsion haussière très forte que l'on a eu, qui a commencé dans cette zone-là, et qui nous a donné cet ATH ici avec la guerre en Ukraine, on voit que le 618 correspond au 105. Donc on a déjà un appel au niveau du 105. Et, ok, si on retrace la totalité du mouvement, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le 686 est aussi dans cette zone, ici, d'arrivée de retracement. Donc, en fait, dans l'idée générale d'avoir une continuité baissière, parce que quand on regarde
globalement, on pourrait se dire qu'on a une hausse, et ensuite on a une continuité baissière parce qu'on a des highs qui sont plus bas que le précédent, ok, oui, mais néanmoins, pour moi, on est plus dans une forme de ranging, et on va rester dans cette forme de ranging. Parce qu'on est dans une phase de maturité au niveau du pétrole, on est dans une phase où ça devient de plus en plus cher de miner du pétrole, de récupérer du pétrole, et en même temps on est dans une période de surinvestissement massif pour trouver autre chose que les énergies fossiles en général. Donc on aura une tendance inflationniste au niveau du pétrole, mais qui sera aussi maintenue généralement par le reste du monde, parce que on a une vocation à diminuer son prix, parce que on veut justement contrôler l'inflation, on veut avoir quelque chose qui permette la croissance. On sait très bien que le pétrole égale croissance, que le prix du pétrole détermine l'inflation, et que l'inflation empêche la croissance. Et là on a très bien l'équation dans laquelle c'est très compliqué d'interagir, et dans lequel la partie technologique influe énormément, que ce soit à travers l'apparition de nouvelles technologies, ou que ce soit à travers de nouveaux moyens d'extraction qui permettent de diminuer les coûts. Parce qu'il y a une question de coût structurel forte, et il y a une question aussi de politique qui se rajoute, avec un moyen de pression, parce qu'on voit bien qu'ici on a le niveau de réserve stratégique de la zone d'achat des US, et on sait très bien que le niveau de réserve a diminué grandement, et donc, actuellement, on se retrouve dans une période où les États-Unis vont avoir besoin de recharger, et donc on risque d'avoir un retest potentiel avec une petite mèche dans cette zone-là, qui va être rachetée par les US pour ensuite repartir. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose qui s'effectue comme ça, avec un retest, une petite mèche, une clôture ici, et ensuite on va retester ici, avant de pouvoir repartir potentiellement sur la baisse. Là on statuera si oui ou non sur du court terme, alors court terme étant très relatif, globalement weekly, si on a une distribution, ici on aura un signal fort pour se dire qu'on aura une continuité baissière, et là il y aura une grosse opportunité de sell à effectuer en fonction des tensions, bien évidemment, géopolitiques qui seront en cours, hein, si jamais on a une nouvelle guerre qui se met en place, on pense tous à Taïwan dans ces périodes-là, mais on a quelque chose où il va falloir surveiller le pétrole, parce que le pétrole, ça va être le maître mot de l'inflation, et ça va être le maître mot de la croissance. C'est le pétrole qui tient globalement tout au niveau des différents taux de la Fed et au niveau des actions aussi. Parce que si on regarde, là nous sommes en weekly, ok, mais on va revenir dans cette période de trimestriel au niveau du SP500, très important. On voit que, ici on prend un tout petit peu de recul, on voit qu'on a une autre période de crise dans laquelle on a une autre accélération haussière, retracement, on a retesté 786, et là globalement on est plutôt dans une phase de consolidation. Est-ce que c'est une continuité baissière en se disant qu'on a une pattern qui va être de ce style-là pour aller chercher quelque chose qui est plus bas, qui est ce scénario qu'on entend souvent, très présent dans la notion de hard landing, l'effondrement des USA. Je pense que avec ce qui est en train de se passer sur la technologie de l'intelligence artificielle, qui a pris le pas, qui a permis d'avoir cette accélération haussière que l'on a, on est très loin de voir les États-Unis s'affaisser réellement, d'accord? Oui, le dollar va diminuer, on en discute dans quelques instants, mais pour moi on est quand même relativement loin, et on est plus dans une démarche ici de consolidation et de construction. Et ça se voit un petit peu mieux si on commence à descendre dans les time frames en passant en monthly. En monthly, on voit qu'on a bien eu cette phase d'accélération baissière, cette phase de travail très très fort dans cette zone des 4157, et on voit qu'on est en train d'aller retester, ce qui est classique dans lequel on a cassure baissière, accumulation, accélération haussière, donc rupture de la période de ranging et d'accumulation que l'on avait ici, de latéralisation, et on va retester pour ensuite repartir à la hausse, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On le voit encore mieux si on diminue en weekly, où cette fois-ci on a deux phases. On a la première phase avec ce top qui a été retesté par cette bougie qui a été rachetée, qui est l'objectif de continuité baissière d'ailleurs que l'on a ici, hein, qui est l'objectif de 1, on aurait pu avoir une extension 1-1, et là il va falloir voir est-ce qu'on va chercher le 1,618 qui correspond vraiment à la ligne très forte des 4100, qui est vraiment la zone structurelle de latéralisation dans laquelle on a beaucoup ici de liquidité et de travail. Donc pour moi, on va parler des deux choses. Hard landing, soft landing. Alors ça c'est très important, hard landing, soft landing, c'est deux choses qui vont se battre pendant un certain temps. Je pense qu'on n'aura pas de réponse avant globalement 1 an minimum, mais les deux vont se défendre, et surtout ça risque de jouer énormément parce que on a en 2024 une élection présidentielle US qui va arriver avec derrière potentiellement un passage chez les républicains. Alors ça on le garde en tête, on l'utilisera tout à l'heure dans la réflexion du BTC, et là on va voir les deux scénarios. Pour moi le soft landing, ça va être un atterrissage dans ces deux bornes ici qui sont orange, d'accord? Ce serait quelque chose qui se statuerait comme ça, avec potentiellement ici une accumulation, une difficulté,
une rupture, un retest et une accélération haussière. Là, on aura vraiment une pattern de se dire qu'on est sous une forme de soft landing. Ça, il y a plusieurs éléments, on va aller les regarder tout à l'heure, qui vont pouvoir nous déterminer si on est ou non dans un soft landing. Si on ne l'est pas, bah clairement, on va casser ici les 4100. La rupture des 4100, pour moi, est la validation d'un hard landing dans lequel on va rentrer dans une récession qui risque d'être relativement forte, peut-être très courte, mais très forte, avec potentiellement ici un retest du lot, voire peut-être même le casser, donc un retour dans les 3500, et qui risque de faire très mal, et très mal à l'économie, très mal peut-être aussi au BTC, bien que on sait qu'on a une décorrélation qui est très forte en ce moment, donc ce sera peut-être un retour aux 20 000, mais il faut comprendre que là, on sera dans une dynamique qui sera totalement différente, et on réfléchira autrement, parce qu'on aura une fuite des liquidités qui risque d'être très forte, avec potentiellement des cassures réelles et très fortes au niveau du système bancaire américain. On en discutera quand on s'arrivera. Pour moi, je suis toujours dans ma dynamique de soft landing, je suis toujours dans cette dynamique ici d'une latéralisation entre 4100 et 4200, et là ce sera potentiellement, si on a une très belle latéralisation, une très belle opportunité pour pouvoir justement accumuler des éléments. Du coup, on va se poser la question, qu'est-ce qui va déterminer hard landing, soft landing? Bah, clairement, il y a deux indicateurs qui vont être pris en compte. Alors oui, on va voir tous les chiffres qui vont arriver, mais ça va pas vraiment être ça, ça va être ici la mise en place du taux de chômage. On voit que on a quand même une pattern depuis quelques mois qui est en train de se retourner, hein, ça on reconnaît très très bien, hein, de l'analyse technique classique où on voit qu'on est en train de positionner un double lot, dans lequel on a ici un maintien du lot de la résistance, on fait un break-off structure haussier, donc on casse le top précédent, on va retester, on recasse le suivant, donc là on a bien une dynamique haussière qui est en train de se mettre en place, donc un taux de chômage dans lequel on va attendre une accélération haussière. Après il faut voir est-ce qu'on va être dans un retest avant, donc un retest potentiellement ici vers dans les 3,7 voire dans les 3,6 pour ensuite repartir, quelque chose qui ferait hop, comme ça, ici retest, et ensuite accélération, hop, retest, accélération. Là, on aura vraiment un signal haussier très fort, et là, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on a une accélération très forte, donc une récession qui est en train de se mettre en place. Globalement, si on se produit et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé historiquement, quand on regarde notamment les années 2001 et ensuite qui ont suivi 2007, on voit très bien que lors de la rupture, on a vraiment une accélération très forte. Et quand on commence à passer au-dessus des 5%, c'est très mauvais signe. C'est là où on a vraiment un hard landing qui est en train de se mettre en place, qui durera peut-être assez longtemps. Là, la notion de temporalité, on ne l'a pas, ça peut durer 8 mois et ensuite on repart, dans lequel on a une cassure baissière, donc on va morfler très fort, mais ça veut dire aussi qu'on aura une capacité à pouvoir acheter. Donc pour moi, on a un premier signe qui se trouve ici, qui va voir suivre là, ce signe-là d'avoir un retournement avec un RSI et un momentum qui est en train de monter. Bon, bah là, on a quand même une information pour dire qu'on est en train de se diriger dessus. Au niveau de la temporalité, ça va être ici. Là, ça fait déjà 3 mois où on a une accélération haussière de différentiel entre les bonds US. Ça veut dire que là, actuellement, quand on est en négatif, il est plus intéressant de détenir des bons du trésor américain de 2 ans par rapport à 10 ans, chose qui est totalement idiot parce que la gestion du risque à 10 ans, elle est beaucoup plus compliquée, donc on devrait être rémunéré beaucoup plus. Là, ce n'est pas le cas, et on voit qu'on est en train d'inverser, c'est-à-dire qu'on est en train de se rediriger vers les zéros. Et on sait très bien, historiquement, que quand on arrive à zéro, c'est le moment où on a la réponse, est-ce qu'on est dans une récession ou non. Et là, on voit qu'on a une phase d'accélération très forte, et on va voir si cette accélération est en train de se faire, mais on pourrait se dire que premier trimestre 2024, on pourrait très bien avoir la réponse et la mise en place d'une récession ou non US. Pour moi, on est toujours dans cette dynamique de soft landing, parce que ça n'a pas changé. Quand on regarde ici le dollar, on voit qu'on est dans quelque chose de plutôt classique, hein. On a fait un retest ici, on est toujours dans des highs qui sont de plus en plus bas, on sait qu'on a un impact du dollar qui va continuer à baisser, parce que on a une forme de dédollarisation du marché mondial, donc on a un intérêt qui est relativement faible. Actuellement, c'est intéressant de détenir du dollar parce qu'il y a de la dette américaine, mais ça va diminuer au moment où on va mettre en place le pivot. Il est même fort probable d'aller retester une partie haute ici dans ces zones des 110 avant de faire une continuité baissière, donc pour moi on est plus dans une forme de retest. On va juste zoomer un petit peu, vous allez voir que là on a bien retesté la partie, on a un rebond, donc on va retester cette partie là avant de faire une continuité baissière, ce qui serait tout à fait cohérent. Et si on regarde Fibonacci, en plus je pense que ça devrait être à peu près cohérent, 610, 786, donc on devrait avoir une clôture de bougie qui devrait se faire ici, pour ensuite avoir une continuité baissière, voire même une mèche qui se fait là, la clôture 618, et ensuite une continuité
baissière pour retravailler la partie basse, parce qu'il est fort probable aussi qu'on mette en place, comme sur le pétrole, un range, parce qu'on a quand même des éléments qui sont relativement forts, hein. On voit bien que on a cette zone ici de résistance qui est bien présente, cette partie haute qui pourrait être aussi, pourquoi pas, plus haute, voire même dans cette zone ici. Donc on pourrait très bien retravailler dans une zone entre 88 et 110 pendant un certain temps, le temps qu'on ait la mise en place de la dédollarisation et tout ce qui se met en place. Pour moi, le dollar, il faut relativiser, c'est quelque chose qui a assez peu d'impact sur le BTC maintenant. Clairement, c'est représenté sur euro-USD à plus de 50%, donc l'impact sur le dollar, sur le BTC est relativement faible, mais ça va avoir un impact par contre sur l'injection des capitaux, et donc derrière, la libération du yielding, donc de la diminution des taux d'intérêt et donc la rémunération des bons, va entraîner un transfert de liquidité, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, un transfert de liquidité vers les actions. Et c'est plutôt ça qu'on va chercher, et la baisse du dollar va être représentée par, derrière, la baisse des taux de rendement des bons américains, et donc, forcément, un impact sur, pour moi, le SP500. Donc, l'idée générale que j'ai serait une continuité haussière et un maintien haussier, le temps qu'on se retrouve dans la SP500 qui est en train de retracer dans un soft landing, un transfert baissier au niveau du DXY, pour derrière avoir ici quelque chose qui sera dans cette zone-là pour repartir à la hausse, et donc à ce moment on aura bien le transfert des liquidités qui se fera entre les deux. Et c'est là où les personnes vont aller chercher du rendement, c'est là où les personnes vont aller transférer leur liquidité. Le rendement sur les actions, oui. Le rendement sur les actifs risqués, oui, et là on va parler justement un petit peu BTC, quel est l'impact du BTC par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Clairement, ce qu'on a appris ce trimestre, et ça c'est très important avec cette clôture mensuelle notamment, c'est qu'on a une forme de résilience très forte au niveau du BTC, au niveau de la macroéconomie. Ça je vous l'ai expliqué depuis déjà un certain temps, que je le voyais petit à petit, déjà dans la diminution, dans la corrélation entre la diminution de l'un et de l'autre, donc on est vraiment entre les deux, et pour moi, on est dans cette démarche où, derrière, il y a un désintéressement réel au niveau du BTC par les acteurs institutionnels. Donc on a bien eu un transfert de liquidité externe qui s'est fait, donc ce que l'on va attendre, ça va être un transfert de liquidité interne. Donc les personnes qui sont présentes sont des personnes qui sont là pour la crypto majoritairement, pour une exposition, mais qui ne sont pas là pour être un cabinet risque. D'accord? On est vraiment dans deux choses séparées. Donc là, on a plutôt de la bonne liquidité, ce qui fait qu'on arrive à tenir des niveaux importants, comme les 25 200, qui est le niveau de la R ici, mais surtout qu'on arrive à tenir les chutes réelles au niveau du SP500. Et c'est là où ma notion de reload zone, je suis en cours de réflexion. Est-ce qu'elle se maintient toujours? Qu'est-ce qui entraînerait une cassure qui nous permettrait d'aller reloader dans les 20 000, 23 000? Est-ce qu'on n'irait pas justement maintenir cette zone ici, voire potentiellement faire une petite mèche, retester les 23 000, pour ensuite repartir à la hausse, ou maintenir en fait une zone de ranging pendant un certain temps? Qu'est-ce qui ferait justement cette cassure? Est-ce que l'annonce d'une récession serait suffisamment forte? Est-ce qu'un SP500 à 4100 entraînerait le BTC à 20 000? Historiquement, je vous aurais dit oui. Là, plus on avance dans le temps, plus je me dis non. Donc ça veut dire qu'on aurait à ce moment-là un hard landing pour nous entraîner à 20 000. Ok, qu'est-ce qui se passerait pour nous emmener à retester la partie basse, vraiment basse, des 16 000? Un élément endogène. Et c'est là où, pour moi, il va falloir vraiment surveiller les éléments endogènes. C'est là où on va avoir une réponse. Est-ce qu'on va retester les 20 000 ou les 18 000? Ce n'est plus la macro. La macro est intéressante à voir d'ordre général parce que on a un transfert de liquidité. C'est ce qui nous donnera en fait un retour de la liquidité sur les actifs risqués. Et donc c'est là où ça nous donnera le go, où on aura une injection de liquidité, mais plus sur la cassure baissière, mais plus sur l'intention haussière. La cassure baissière, il va falloir la chercher dans les éléments endogènes. Donc sous-entendu Binance, sous-entendu un FTX bis, ou quelque chose qui peut être relativement forte comme une interdiction très forte, ou pourquoi pas une action juridique très très forte de la SEC. On a eu les discours de la SEC, on a Gary Gensler qui clairement a annoncé qu'il avait tout le monde dans le viseur, il reporte tous les ETF. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il va falloir viser si jamais on veut une cassure baissière, pas forcément sur la macro. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant et qu'il va falloir réfléchir. Et justement, demain, je vais vous proposer, en plus du live, une vidéo à 8h30 qui va être vraiment très importante, où je vais parler de la notion de minage dans le BTC, et l'impact que ça va avoir sur le prochain bullrun, avec notamment la dernière sortie qui a eu lieu sur Bitman, donc qui est le producteur d'ASIC, donc de machines qui sert à faire le minage de BTC, où c'est vraiment important de comprendre l'impact que ça va avoir, et vous allez voir qu'on a des réponses sur le prix du BTC, minimum,
pour la survie de l'écosystème, on a des réponses sur le prix réel pour que les entreprises continuent à investir dans le minage de BTC, et ça, c'est demain 8h30. Et ensuite, on se retrouve à 18h, et oui, c'est un gros dimanche, 18h pour le live, ne l'oubliez pas, et je vous dis à demain.